héritage vaudou, ce passé dérangeant ne peut pas être ignoré. Quand j'ai rencontré les marchands d'esclaves, j'ai été choquée de les voir si fiers d'eux-mêmes. Mais sans eux, je ne serais jamais née en Amérique. Les récits d'esclaves montrent l'importance du vaudou qui les a aidés à supporter les horreurs de leur traversée. Un jour, des étrangers nous ont capturés. Ils m'ont emmenés sur la côte. C'est là que j'ai vu pour la première fois un bateau d'esclaves et ça m'a rempli d'étonnement, puis de terreur, lorsqu'ils m'ont amené à bord et que des membres de l'équipage m'ont inspecté pour voir si j'étais solide. J'ai pensé que j'étais entré dans un monde de mauvais esprits vaudous et qu'ils allaient me tuer. Il y avait quelques hommes noirs avec moi et je leur ai demandé si nous allions être mangés par les affreux hommes blancs, au visage rouge et aux cheveux longs. Ils m'ont répondu que non. Quand le bateau fut prêt à partir, on nous a mis sous le pont. La puanteur de la cale était insupportable. On nous avait tellement entassés qu'il était difficile de se retourner. Il faisait si chaud dans cet endroit étroit que nous étouffions. L'air malsain, chargé d'odeurs nauséabondes, provoqua une épidémie dont beaucoup moururent. Ce misérable état était aggravé par le poids des chaînes et la saleté de ce qui servait de toilette. Les enfants tombaient souvent dedans, au bord de l'asphyxie. Les cris des femmes et les râles des mourants augmentaient l'horreur de cette situation déjà difficile. Ce long voyage au fond des cales des navires négriers était épouvantable. On l'appelait le passage. On l'appelait ainsi parce que cela prenait beaucoup de temps, un peu comme une vie entière, et des milliers en mouraient. Beaucoup se jetaient dans la mer lorsqu'ils comprenaient où ils allaient. Puis c'était l'arrivée dans le nouveau monde. Et on vous mettait en vente. Vous imaginez ça? Un prix affiché au mur. Acheté et vendu comme du bétail. C'est une sorte de mort collective. Il n'y a rien autour de vous qui ressemble à quelque chose que vous connaissez déjà. Rien du tout. Ce n'est pas comme quand on est fait prisonnier par son ennemi. Un grand nombre de ces esclaves avaient été capturés en Afrique, dans l'une de ces guerres tribales. Mais là, c'est très différent, complètement différent. Un monde entièrement inconnu. Alors on peut comprendre le rôle capital que la religion a joué pour les Noirs dans le Nouveau Monde. Avant toute chose, c'était une manière de se souvenir de l'Afrique, le continent d'où ils venaient. La seule manière de dire aux générations suivantes, nous venons d'une autre civilisation. Il existe pour nous une autre vie qui nous appartient autant que celle-ci. Cette religion est devenue l'expression de leur aspiration, de leurs espoirs, de leurs rêves de liberté partout dans le Nouveau Monde. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, aux Antilles, les religions se sont mélangées, religion africaine et religion chrétienne. Dans les Antilles surtout, on retrouve ce mélange sous toutes les formes possibles, de la religion la plus profondément africaine à la plus strictement anglicane. La religion était devenue le seul langage possible pour exprimer son rêve d'être un homme libre. La connaissance des rituels vaudous est conservée. Les marchés d'Afrique occidentale regorgent encore des herbes, des poudres et des fétiches nécessaires à l'évocation des dieux et des esprits. À première vue, pour un non-initié, le marché aux fétiches est assez sinistre, plutôt orienté vers la magie noire.
Mais toutes ces choses, que ce soit le crâne d'un chien ou d'une tortue, les plumes de poulet, certains os, ne servent pas toujours à faire le mal. Ces potions vaudou obéissent à une multitude de recettes possibles. On les utilise pour invoquer les dieux ou guérir la maladie. Elles sont nécessaires pour jeter ou conjurer des sorts. Enfin, elles s'associent à des pratiques vaudou encore plus sombres. Loin de leur foyer, les esclaves africains n'étaient pas pour autant coupés de leurs croyances vaudou et emportèrent leurs dieux et leurs fétiches à travers l'Atlantique. La colonie espagnole, qui sera baptisée Haïti par les Français, reçut bien plus d'esclaves que partout ailleurs. C'est là que se trouvent les vraies racines du vaudou dans le Nouveau Monde. Sur cette île, les conditions de vie des esclaves étaient épouvantables. Ils étaient poussés jusqu'aux limites des capacités humaines. On leur interdisait la seule chose capable de les soutenir, leur religion, le vaudou. Chaque esclave trouvé avec un fétiche sur lui était jeté en prison, pendu ou fouetté à mort. Sur des registres, il apparaît que certains furent crucifiés, d'autres jetés vivants en pâture à des chiens affamés. Ce récit passionné, écrit par un esclave, fut envoyé en France. N'ont-ils pas pris des hommes pour les pendre la tête en bas, les noyer dans des sacs, les crucifier sur des poteaux, les enterrer vivants, les broyer dans du mortier? Après les avoir fouettés, n'ont-ils pas laissé les corps vivants sur des fourmilières, ou encore rongés par les vers? Ne les ont-ils pas attachés à un pieu dans les marais, puis abandonnés aux moustiques? Ne les ont-ils pas jetés dans des chaudrons de sirop de canne bouillant? N'ont-ils pas mis des hommes et des femmes dans des tonneaux cloués, qu'ils ont ensuite roulés dans les précipices? On ne peut même pas imaginer à quel point les conditions de vie sur les plantations étaient terribles. Chaque année, 20 à 25 000 esclaves mouraient des abus les plus ignobles. Il y avait des propriétaires de plantations qui portaient sur eux des marteaux uniquement pour clouer sur les arbres les oreilles coupées des gens qu'ils torturaient au cours de leur ronde journalière. Durant les 20 dernières années d'existence de la colonie, 300 000 esclaves furent amenés en Haïti, en grande partie à cause du dépeuplement des plantations. Beaucoup d'esclaves sont morts, beaucoup se sont enfuis à l'intérieur de l'île. Là, ils ont formé des bandes de hors-la-loi en se faisant appeler les marrons. C'est ainsi qu'ils ont semé les graines de la première révolte d'esclaves victorieuse en Haïti. Ils ont une grande importance dans cette histoire, parce qu'ils vivaient en marge de la religion et des idées des Européens, en marge aussi de la servitude qui régnait sur les plantations. Dans les Antilles, les communautés de nègres marrons étaient des lieux où les coutumes africaines étaient préservées, bien plus que sur les plantations. C'était un peuple indépendant et fier d'avoir renié l'esclavage, fier d'avoir pris la fuite à la recherche de sa liberté. Ils étaient ouvertement en guerre contre les planteurs et le gouvernement colonial. Au milieu du XVIIIe siècle, les nègres marrons organisèrent une guérilla dans les profondeurs de la jungle. Ils étaient armés de fusils, de machettes, de couteaux, mais leur arme la plus puissante était la peur engendrée par le vaudou. Le vaudou est contraire à l'ordre moral, aux institutions républicaines et aux convenances. La commission a arrêté ce qui suit. Les rassemblements vaudous sont strictement interdits. Tout citoyen participant à de telles activités sera arrêté et emprisonné. Les récidivistes
seront exécutés. Le vaudou lui-même fut interdit. En fait, si on surprenait une personne participant à un rite vaudou, elle était immédiatement tuée. Cela révolta profondément les esclaves. La foi fut la plus forte. Le vaudou devint le cri de ralliement de la révolte des esclaves. La cruauté qui régnait était sans mesure. Elle ne pouvait qu'engendrer une réaction. Le vaudou a permis l'organisation de plusieurs révoltes, dont la plus célèbre est sans doute celle de Makandal. Dans les années 1740, Makandal empoisonna les puits des Blancs dans tout le pays. Le prophète manchot François Makandal était un prêtre vaudou. Il fut le premier héros de la révolte des esclaves, faisant régner la terreur pendant 18 ans en réponse à la brutalité des Français. Makandal empoisonnait les puits et utilisait le vaudou pour répandre la panique dans toute l'île. Des détails sur la vague de terreur engendrée par Makandal atteignirent bientôt Paris. Il dirige une école où il enseigne son art diabolique. Il a des adeptes aux quatre coins de la colonie, et la mort est à ses ordres. En 1758, Makandal fut finalement capturé et condamné à mourir sur le bûcher. Dans une prophétie, il annonça qu'aucune autorité blanche ne pourrait le tuer, qu'il se métamorphoserait au moment de sa mort et deviendrait un esprit vaudou. Lors de son exécution publique, le bûcher, envahi par les flammes, s'effondra sous lui. Ses fers se détachèrent et il tomba sur le sol. Les disciples de Makandal furent persuadés que la prophétie s'était réalisée. L'influence du vaudou n'en fut que renforcée et l'autorité de l'Église chrétienne en fut, elle, sérieusement ébranlée. Oui, en vérité, toute l'histoire du vaudou en Haïti n'est faite que de luttes, de batailles. Tous les chrétiens s'étaient rassemblés, les catholiques et les protestants, pour éliminer le vaudou. Les esclaves devaient être baptisés le premier jour de leur arrivée en Haïti. Cela faisait partie du processus de dépersonnalisation. Tout était fait pour réduire l'esclave à la condition animale. Beaucoup de gens pensent qu'il faut voir dans cette affaire une lutte à mort entre le christianisme et le vaudou. Bien sûr, cette lutte a toujours été là. En Haïti, de nos jours, si vous parlez à des prêtres catholiques, et en particulier aux évangélistes, ils considèrent encore qu'ils doivent consacrer leur vie à éradiquer toute trace de ces pratiques païennes et africaines parmi la population. Les églises d'Haïti étalaient souvent des symboles du vaudou sur leurs murs. Dans le meilleur des cas, un semblant de paix régnait entre les deux religions. Pourtant, c'est l'Église qui dirigea une campagne de diabolisation du vaudou, l'accusant de magie noire. Noir ne veut pas forcément dire diabolique ou maléfique. Bien sûr, la magie pratiquée à cette époque peut nous sembler négative. Mais en ces temps-là, il s'agissait de survivre, de se révolter, et c'était le seul moyen pour eux de briser leurs chaînes. L'esprit terrifiant du baron Samedi fut une arme redoutable. Le baron Samedi traite avec les morts et s'occupe du cimetière. C'est un personnage important de cette religion où la mort est considérée comme un rite de passage, comme la naissance. Ainsi, le baron Samedi est le grand gardien du cimetière, le lieu de notre dernier repos. La révolte des nègres marrons se renforça. Encouragés par le triomphe symbolique de Makandal et armés du spectre menaçant du baron Samedi et de quelques esprits redoutables, la terreur se répandit sur les terres françaises, de même que dans les camps d'esclaves. Le XVIIIe siècle touchait à sa fin. Les révolutions avaient ébranlé l'Amérique du Nord et la France. En Haïti,
un nouveau leader fit son apparition parmi les marrons. Boukman était un esclave et un prêtre vaudou au physique imposant et au pouvoir surnaturel. Il invoqua les esprits et prêcha la révolte au cours de réunions secrètes et de cérémonies vaudou. Le 14 août 1791, au cours d'un discours enflammé devant une assemblée d'esclaves, Boukman prononça une déclaration d'indépendance vaudou. Après le sacrifice d'un énorme cochon noir, Boukman s'écria « Nos dieux ont créé le soleil qui nous a donné la lumière, a soulevé les vagues et a commandé la tempête. Ils voient tous les actes des hommes blancs. Leurs dieux les poussent au crime. Nos dieux nous demandent de faire le bien. Ils nous ordonnent de venger les injustices. Ils dirigeront nos bras et nous soutiendront. Débarrassons-nous du Dieu des Blancs qui nous a causé tant de peine et écoutons la voix de la liberté qui parle en chacun de nous. » Boukman étudia avec attention les échecs des anciennes révoltes d'esclaves, en particulier celle de Macandal. Il était convaincu que les marrons ne pouvaient réussir qu'en faisant un pacte avec les dieux et les puissants esprits vaudous. En retour, ceux-ci donneraient la force aux guerriers et jetteraient un mauvais sort sur leurs ennemis. Les partisans de Boukman se lancèrent dans le combat avec une incroyable férocité. Les Français avaient eu tort de sous-estimer la puissance du vaudou. Je crois que ce que les Français ne pouvaient pas vraiment comprendre, c'est qu'ils ne se battaient pas contre des hommes, mais contre des esprits. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les Français croyaient affronter des esclaves avec des bâtons, mal armés ou pas armés du tout. En réalité, chaque homme était en transe. Ils étaient tous possédés. C'était une guerre culturelle entre nos esprits et la technologie occidentale moderne. Je crois que là est la raison de notre immense succès dans cette guerre qui fit tant de bruit dans le monde. Les idéaux de la Révolution française ont influencé les marrons. Ils ont vite réalisé que liberté, égalité, fraternité ne s'appliquaient pas à eux. Napoléon, face à l'insurrection des marrons, envoya un représentant en Haïti chargé d'éradiquer ce qu'il appelait ce dangereux culte vaudou. Cette tentative se solda par un échec. Napoléon envoya plus tard son beau-frère, le général Leclerc, avec une armée et la mission de rétablir l'ordre par tous les moyens. Boukman fut tué dans la bataille acharnée qui suivit. C'est alors que survint le plus grand héros de l'histoire haïtienne, Toussaint Louverture. Petit-fils d'un chef de tribu africain et élevé par un maître éclairé, Toussaint eut le génie d'associer les traditions vaudou à une stratégie militaire de pointe. À partir de petits groupes d'esclaves mal armés, il organisa une unité de combat qu'il conduisit au succès dans la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire de l'humanité. Par une longue marche de village en village, Toussaint créa une armée qui put enfin humilier les Français, vaincre leur armée d'élite et accomplir le rêve de Boukman en les repoussant dans les eaux des Antilles.
Toussaint Louverture ne vécut pas assez longtemps pour assister à l'émancipation du peuple qu'il avait guidé. En 1802, il fut capturé par les Français et envoyé en France pour y être jugé. L'année suivante, il mourut en prison dans un état pitoyable. La révolte d'esclaves d'Haïti fut à l'origine d'une nation unique en son genre, la première république noire indépendante, fondée sur des croyances religieuses, c'est-à-dire sur le vaudou. Depuis son introduction dans le Nouveau Monde, le vaudou n'a cessé d'exercer son influence tout en inspirant la peur. Si le christianisme brandit le feu et le soufre, le vaudou, lui, a ses zombies. Selon le vaudou, un zombie est un individu dont l'âme a été volée par sorcellerie, et par conséquent, le zombie se retrouve dans une sorte d'éternel purgatoire. D'après les croyances, ils ont été enterrés vivants, puis retirés de leur tombe pour affronter un destin difficile, un destin que l'on dit lié à l'incarcération ou à l'esclavage. Si quelqu'un est transformé en zombie, c'est qu'il a commis un crime contre la société, un crime grave qui serait puni de mort ou d'emprisonnement dans d'autres pays, ou bien passé au peloton d'exécution. Dans le vaudou, nous ne croyons pas à cette solution. En fait, le « tu ne tueras point » fait partie de la religion vaudou, de ses principes même. Alors, plutôt que de tuer une personne, on la met au banc de la société. Comme on dit chez nous, on passe la personne par le sol. Au départ, j'ai été envoyé en Haïti parce qu'une équipe d'éminents médecins pensait avoir trouvé le premier zombie. L'individu avait été déclaré mort dans un dispensaire médical moderne, puis était revenu au royaume des vivants des années plus tard. Ces médecins ne croyaient pas à la magie et ce cas les intrigua. Si vous n'y croyez pas, il vous faut une explication. Alors ils s'intéressèrent aux rumeurs sur un poison populaire, susceptible de provoquer une mort apparente très profonde et de tromper une équipe de scientifiques occidentaux. Scientifiques et érudits voulaient à tout prix découvrir les secrets des prêtres vaudous, et en particulier leur prétendue capacité à simuler la mort. Après de nombreuses expérimentations de potions, de poudres, de médicaments, ils semblaient avoir enfin trouvé une explication possible. En observant les préparations de cette poudre à divers endroits d'Haïti, j'ai découvert que l'ingrédient de base était un poisson de mer possédant dans ses entrailles, dans ses viscères et sous la surface de sa peau, un poison extraordinairement puissant appelé tritodotoxine. Un poison si toxique qu'une dose mortelle peut tenir sur une tête d'épingle. Il agit de façon curieuse et provoque une mort apparente. On compte au Japon et en Asie du Sud-Est de nombreux cas d'individus qui ont été placés ainsi dans des cercueils par accident. Dans toute religion, il y a des choses que la science ne peut pas totalement expliquer. Il y a un moment où c'est la foi qui prend la relève. J'ai trouvé ça crédible parce que je viens des Antilles, mais ces choses sont aussi très courantes ailleurs, bien qu'elles n'ont pas toujours le caractère sensationnel que leur confère le vaudou. En Jamaïque, tout le monde vit dans la terreur des Dupis. Les Dupis sont des gens qui sont morts, mais pas complètement, et qui hantent les cimetières, les endroits sombres, etc. Ce sont de vieilles croyances africaines détournées selon lesquelles les puissances surnaturelles continuent d'avoir un pouvoir sur notre vie humaine. Les zombies en sont la version haïtienne, une version plutôt spectaculaire. Mais la personne n'est pas seulement un fantôme, elle est physiquement là, elle marche, mais complètement vide de toute humanité.
En Haïti, ce ne sont pas les zombies qui sont effrayants comme dans les films. On a surtout peur d'en devenir un. Peur d'avoir à errer sans fin dans un purgatoire sans pouvoir compléter le cycle naturel de la vie et de la mort. Il s'agit presque d'une sanction sociale, un châtiment si vous voulez, quelque chose d'analogue à la chaise électrique. Peu importe avec quelle fréquence cette sanction tombe, on sait qu'elle peut arriver et apparemment l'est déjà. Les chefs haïtiens se sont servis du vaudou depuis Macandal jusqu'à aujourd'hui. Certains ont utilisé les puissances négatives du vaudou pour dominer leurs partisans. Personne n'a mieux exploité le vaudou que le célèbre François Duvalier, Papa Doc. Je pense que le vaudou a joué un rôle clé dans la vie politique d'Haïti, surtout depuis la Révolution. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le vaudou est si ancré dans la vie religieuse de tous les jours. Il apporte une communauté de langage à la population et permet à ces gens d'exprimer leur sentiment d'être un peuple africain en exil. Donc, si vous étiez un homme politique et que vous vouliez mobiliser votre peuple, vous utiliseriez ce langage. Il n'est pas surprenant que Duvalier et les tontons Macoute aient eu chacun leur propre prêtre ougan dans l'espoir qu'ils transmettraient leur message. C'est tout le problème d'une société avec une élite politique très réduite. Celle-ci ne partage pas vraiment la vie ordinaire des paysans et le vaudou devient le seul moyen de communication. Il a donc joué un grand rôle politique. Papa Doc a nommé des prêtres vaudous dans son gouvernement. Il les obligea à communiquer ses messages et les força à espionner leurs propres fidèles. Papa Doc, en bon haïtien, a certainement été un adepte du vaudou. Mais une fois au pouvoir, son unique but fut d'y demeurer. Il a donc utilisé le vaudou dans une voie diabolique, afin de mieux asservir son peuple et continuer de régner en maître. Lui et son fils sont restés 30 ans à la présidence de ce pays. Ils ont ramassé une fortune. Certains prétendent que 800 millions de dollars ont quitté le sol haïtien pour les coffres des banques suisses. Là, ce n'est plus du vaudou. Pour les pratiquants et les prêtres, le vrai pouvoir du vaudou repose dans sa capacité à faire le bien et par-dessus tout à apporter la guérison. Ils pensent que depuis des centaines d'années, le vaudou peut guérir, éloigner les mauvais esprits qui provoquent les maladies et la mort. À l'époque des miracles de la médecine, les prêtres vaudous prétendent avoir trouvé des solutions là où les méthodes modernes ont échoué. La plus grande partie de notre travail consiste à éloigner ces mauvais esprits que nous appelons les esprits de la mort dévoilée. Après cela, la personne se sent tout de suite mieux. On pense qu'Espalita a une étrange maladie mortelle, une maladie que la médecine moderne n'a pas pu guérir. En général, ils commencent par aller à l'hôpital. Puis les médecins et les infirmières, voyant qu'ils ne peuvent rien, leur demandent d'aller consulter le ougan, le prêtre vaudou, le seul à pouvoir faire quelque chose. En ce qui concerne Espalita, ils disent qu'elle est allée dans 3 hôpitaux différents pendant 1 an et demi avant de venir aujourd'hui ici se faire traiter. J'ai trouvé que la maladie d'Espalita était très complexe. C'est ce que nous appelons ici le mauvais air, ou, si vous voulez, les mauvais esprits. En réalité, c'est l'une des femmes de son mari qui lui a jeté un mauvais sort afin de l'aliéner complètement et de la faire mourir.
La maladie s'est portée sur les articulations qui la font souffrir. Elle avait des migraines en permanence et des douleurs dans le bas du cou qui étaient très raides. Pour nous, c'est le premier signe de la mort. Elle avait également le ventre gonflé, très gonflé. Et je crois même que sa tension était très basse. Pour faire partir tout cela, il nous a fallu pratiquer un exorcisme. C'est ce que les prêtres vaudous africains pratiquent depuis des siècles. Pour sortir le mauvais esprit du corps, il faut le faire venir jusqu'à la tête, puis le faire passer dans l'animal. C'est pourquoi, après, il faut le sacrifier pour que le mauvais esprit ne puisse plus vivre. En réalité, nous brisons ses membres. C'est une façon symbolique d'immobiliser l'esprit afin qu'il ne puisse plus s'enfuir. Après, l'animal est jeté dans le feu, il est rôti en quelque sorte. Avec la fumée, les mauvais esprits s'en vont, ils s'en vont sur le chemin des mauvais esprits, sur le chemin de la mort, comme on dit chez nous. Pour les chrétiens, de tels rituels sont considérés comme païens et diaboliques. Bien sûr, ces pratiques ont vite été associées au mal. Elles sont en fait très proches des pratiques jugées païennes et occultes, longtemps combattues par le christianisme. Certains même doivent penser que cette façon de vouloir matérialiser le monde spirituel est une attitude très primitive. Mais le christianisme fait la même chose. La prière est bien un moyen de faire venir Dieu à nos côtés. Dans la religion africaine, les gens ne font qu'utiliser une autre méthode. Pour beaucoup de gens, le vaudou reste une force positive qui fait triompher le bien sur le mal, la vie sur la mort. Quand une prêtresse vaudou américaine est initiée à la religion vaudou du Bénin, elle termine un cycle qui a commencé des centaines d'années auparavant. Ce fut une grande cérémonie. Je n'étais pas en pays étranger, tout me semblait familier. J'ai remonté les pages du temps. Je suis retournée chez moi. Il y a plus de 400 ans, les premiers esclaves arrivèrent dans le Nouveau Monde avec leurs dieux et leurs fétiches. Le vaudou a survécu à toutes les persécutions. Il est resté bien vivant depuis ses origines dans les plaines du Bénin jusqu'à aujourd'hui.
Que ce soit le crâne d'un chien ou d'une tortue, les plumes de poulet, certains os, ne servent pas toujours à faire le mal. Ces potions vaudou obéissent à une multitude de recettes possibles. On les utilise pour invoquer les dieux ou guérir la maladie. Elles sont nécessaires pour jeter ou conjurer des sorts. Enfin, elles s'associent à des pratiques vaudou encore plus sombres. Loin de leur foyer, les esclaves africains n'étaient pas pour autant coupés de leurs croyances vaudou et emportèrent leurs dieux et leurs fétiches à travers l'Atlantique. La colonie espagnole, qui sera baptisée Haïti par les Français, reçut bien plus d'esclaves que partout ailleurs. C'est là que se trouvent les vraies racines du vaudou dans le Nouveau Monde. Sur cette île, les conditions de vie des esclaves étaient épouvantables. Ils étaient poussés jusqu'aux limites des capacités humaines. On leur interdisait la seule chose capable de les soutenir, leur religion, le vaudou. Chaque esclave trouvé avec un fétiche sur lui était jeté en prison, pendu ou fouetté à mort. Sur des registres, il apparaît que certains furent crucifiés, d'autres jetés vivants en pâture à des chiens affamés. Ce récit passionné, écrit par un esclave, fut envoyé en France. N'ont-ils pas pris des hommes pour les pendre la tête en bas, les noyer dans des sacs, les crucifier sur des poteaux, les enterrer vivants, les broyer dans du mortier? Après les avoir fouettés, n'ont-ils pas laissé les corps vivants sur des fourmilières ou encore rongés par les vers? Ne les ont-ils pas attachés à un pieu dans les marais, puis abandonnés aux moustiques? Ne les ont-ils pas jetés dans des chaudrons de sirop de canne bouillant? N'ont-ils pas mis des hommes et des femmes dans des tonneaux cloués qu'ils ont ensuite roulés dans les précipices? On ne peut même pas imaginer à quel point les conditions de vie sur les plantations étaient terribles. Chaque année, 20 à 25 000 esclaves mouraient des abus les plus ignobles. Il y avait des propriétaires de plantations qui portaient sur eux des marteaux uniquement pour clouer sur les arbres les oreilles coupées des gens qu'ils torturaient au cours de leurs rondes journalières. Durant les 20 dernières années d'existence de la colonie, 300 000 esclaves furent amenés en Haïti, en grande partie à cause du dépeuplement des plantations. Beaucoup d'esclaves sont morts, beaucoup se sont enfuis à l'intérieur de l'île. Là, ils ont formé des bandes de hors-la-loi en se faisant appeler les marrons. C'est ainsi qu'ils ont semé les graines de la première révolte d'esclaves victorieuse en Haïti. Ils ont une grande importance dans cette histoire, parce qu'ils vivaient en marge de la religion et des idées des Européens, en marge aussi de la servitude qui régnait sur les plantations. Dans les Antilles, les communautés de nègres marrons étaient des lieux où les coutumes africaines étaient préservées, bien plus que sur les plantations. C'était un peuple indépendant et fier d'avoir renié l'esclavage, fier d'avoir pris la fuite à la recherche de sa liberté. Ils étaient ouvertement en guerre contre les planteurs et le gouvernement colonial. Au milieu du XVIIIe siècle, les nègres marrons organisèrent une guérilla dans les profondeurs de la jungle. Ils étaient armés de fusils, de machettes, de couteaux, mais leur arme la plus puissante était la peur engendrée par le vaudou. Le vaudou est contraire à l'ordre moral, aux institutions républicaines et aux convenances. La commission a arrêté ce qui suit. Les rassemblements vaudous sont strictement interdits. Tout citoyen participant à de telles activités sera arrêté et emprisonné. Les récidivistes seront exécutés.
Le vaudou lui-même fut interdit. En fait, si on surprenait une personne participant à un rite vaudou, elle était immédiatement tuée. Cela révolta profondément les esclaves. La foi fut la plus forte. Le vaudou devint le cri de ralliement de la révolte des esclaves. La cruauté qui régnait était sans mesure. Elle ne pouvait qu'engendrer une réaction. Le vaudou a permis l'organisation de plusieurs révoltes, dont la plus célèbre est sans doute celle de Makandal. Dans les années 1740, Makandal empoisonna les puits des Blancs dans tout le pays. Le prophète manchot François Makandal était un prêtre vaudou. Il fut le premier héros de la révolte des esclaves, faisant régner la terreur pendant 18 ans en réponse à la brutalité des Français. Makandal empoisonnait les puits et utilisait le vaudou pour répandre la panique dans toute l'île. Des détails sur la vague de terreur engendrée par Makandal atteignirent bientôt Paris. Il dirige une école où il enseigne son art diabolique. Il a des adeptes aux quatre coins de la colonie, et la mort est à ses ordres. En 1758, Makandal fut finalement capturé et condamné à mourir sur le bûcher. Dans une prophétie, il annonça qu'aucune autorité blanche ne pourrait le tuer, qu'il se métamorphoserait au moment de sa mort et deviendrait un esprit vaudou. Lors de son exécution publique, le bûcher, envahi par les flammes, s'effondra sous lui. Ses fers se détachèrent et il tomba sur le sol. Les disciples de Makandal furent persuadés que la prophétie s'était réalisée. L'influence du vaudou n'en fut que renforcée et l'autorité de l'Église chrétienne en fut, elle, sérieusement ébranlée. Oui, en vérité, toute l'histoire du vaudou en Haïti n'est faite que de luttes, de batailles. Tous les chrétiens s'étaient rassemblés, les catholiques et les protestants, pour éliminer le vaudou. Les esclaves devaient être baptisés le premier jour de leur arrivée en Haïti. Cela faisait partie du processus de dépersonnalisation. Tout était fait pour réduire l'esclave à la condition animale. Beaucoup de gens pensent qu'il faut voir dans cette affaire une lutte à mort entre le christianisme et le vaudou. Bien sûr, cette lutte a toujours été là. En Haïti, de nos jours, si vous parlez à des prêtres catholiques, et en particulier aux évangélistes, ils considèrent encore qu'ils doivent consacrer leur vie à éradiquer toute trace de ces pratiques païennes et africaines parmi la population. Les églises d'Haïti étalaient souvent des symboles du vaudou sur leurs murs. Dans le meilleur des cas, un semblant de paix régnait entre les deux religions. Pourtant, c'est l'Église qui dirigea une campagne de diabolisation du vaudou, l'accusant de magie noire. Noir ne veut pas forcément dire diabolique ou maléfique. Bien sûr, la magie pratiquée à cette époque peut nous sembler négative. Mais en ces temps-là, il s'agissait de survivre, de se révolter, et c'était le seul moyen pour eux de briser leurs chaînes. L'esprit terrifiant du baron Samedi fut une arme redoutable. Le baron Samedi traite avec les morts et s'occupe du cimetière. C'est un personnage important de cette religion où la mort est considérée comme un rite de passage, comme la naissance. Ainsi, le baron Samedi est le grand gardien du cimetière, le lieu de notre dernier repos. La révolte des nègres marrons se renforça. Encouragés par le triomphe symbolique de Makandal et armés du spectre menaçant du baron Samedi et de quelques esprits redoutables, la terreur se répandit sur les terres françaises, de même que dans les camps d'esclaves. Le XVIIIe siècle touchait à sa fin. Les révolutions avaient ébranlé l'Amérique du Nord et la France. En Haïti, un nouveau leader fit son apparition parmi les marrons.
Boukman était un esclave et un prêtre vaudou au physique imposant et au pouvoir surnaturel. Il invoqua les esprits et prêcha la révolte au cours de réunions secrètes et de cérémonies vaudou. Le 14 août 1791, au cours d'un discours enflammé devant une assemblée d'esclaves, Boukman prononça une déclaration d'indépendance vaudou. Après le sacrifice d'un énorme cochon noir, Boukman s'écria « Nos dieux ont créé le soleil qui nous a donné la lumière, a soulevé les vagues et a commandé la tempête. Ils voient tous les actes des hommes blancs. Leurs dieux les poussent au crime. Nos dieux nous demandent de faire le bien. Ils nous ordonnent de venger les injustices. Ils dirigeront nos bras et nous soutiendront. Débarrassons-nous du Dieu des Blancs qui nous a causé tant de peine et écoutons la voix de la liberté qui parle en chacun de nous. » Boukman étudia avec attention les échecs des anciennes révoltes d'esclaves, en particulier celle de Macandal. Il était convaincu que les Marrons ne pouvaient réussir qu'en faisant un pacte avec les dieux et les puissants esprits vaudous. En retour, ceux-ci donneraient la force aux guerriers et jetteraient un mauvais sort sur leurs ennemis. Les partisans de Boukman se lancèrent dans le combat avec une incroyable férocité. Les Français avaient eu tort de sous-estimer la puissance du vaudou. Je crois que ce que les Français ne pouvaient pas vraiment comprendre, c'est qu'ils ne se battaient pas contre des hommes, mais contre des esprits. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les Français croyaient affronter des esclaves avec des bâtons, mal armés ou pas armés du tout. En réalité, chaque homme était en transe. Ils étaient tous possédés. C'était une guerre culturelle entre nos esprits et la technologie occidentale moderne. Je crois que là est la raison de notre immense succès dans cette guerre qui fit tant de bruit dans le monde. Les idéaux de la Révolution française ont influencé les Marrons. Ils ont vite réalisé que liberté, égalité, fraternité ne s'appliquaient pas à eux. Napoléon, face à l'insurrection des Marrons, envoya un représentant en Haïti chargé d'éradiquer ce qu'il appelait ce dangereux culte vaudou. Cette tentative se solda par un échec. Napoléon envoya plus tard son beau-frère, le général Leclerc, avec une armée et la mission de rétablir l'ordre par tous les moyens. Boukman fut tué dans la bataille acharnée qui suivit. C'est alors que survint le plus grand héros de l'histoire haïtienne, Toussaint Louverture. Petit-fils d'un chef de tribu africain et élevé par un maître éclairé, Toussaint eut le génie d'associer les traditions vaudou à une stratégie militaire de pointe. À partir de petits groupes d'esclaves mal armés, il organisa une unité de combat qu'il conduisit au succès dans la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire de l'humanité. Par une longue marche de village en village, Toussaint créa une armée qui put enfin humilier les Français, vaincre leur armée d'élite et accomplir le rêve de Boukman en les repoussant dans les eaux des Antilles.
Toussaint Louverture ne vécut pas assez longtemps pour assister à l'émancipation du peuple qu'il avait guidé. En 1802, il fut capturé par les Français et envoyé en France pour y être jugé. L'année suivante, il mourut en prison dans un état pitoyable. La révolte d'esclaves d'Haïti fut à l'origine d'une nation unique en son genre, la première république noire indépendante, fondée sur des croyances religieuses, c'est-à-dire sur le vaudou. Depuis son introduction dans le Nouveau Monde, le vaudou n'a cessé d'exercer son influence tout en inspirant la peur. Si le christianisme brandit le feu et le soufre, le vaudou, lui, a ses zombies. Selon le vaudou, un zombie est un individu dont l'âme a été volée par sorcellerie, et par conséquent, le zombie se retrouve dans une sorte d'éternel purgatoire. D'après les croyances, ils ont été enterrés vivants, puis retirés de leur tombe pour affronter un destin difficile, un destin que l'on dit lié à l'incarcération ou à l'esclavage. Si quelqu'un est transformé en zombie, c'est qu'il a commis un crime contre la société, un crime grave qui serait puni de mort ou d'emprisonnement dans d'autres pays, ou bien passé au peloton d'exécution. Dans le vaudou, nous ne croyons pas à cette solution. En fait, le « tu ne tueras point » fait partie de la religion vaudou, de ses principes même. Alors, plutôt que de tuer une personne, on la met au banc de la société. Comme on dit chez nous, on passe la personne par le sol. Au départ, j'ai été envoyé en Haïti parce qu'une équipe d'éminents médecins pensait avoir trouvé le premier zombie. L'individu avait été déclaré mort dans un dispensaire médical moderne, puis était revenu au royaume des vivants des années plus tard. Ces médecins ne croyaient pas à la magie et ce cas les intrigua. Si vous n'y croyez pas, il vous faut une explication. Alors ils s'intéressèrent aux rumeurs sur un poison populaire, susceptible de provoquer une mort apparente très profonde et de tromper une équipe de scientifiques occidentaux. Scientifiques et érudits voulaient à tout prix découvrir les secrets des prêtres vaudous, et en particulier leur prétendue capacité à simuler la mort. Après de nombreuses expérimentations de potions, de poudres, de médicaments, ils semblaient avoir enfin trouvé une explication possible. En observant les préparations de cette poudre à divers endroits d'Haïti, j'ai découvert que l'ingrédient de base était un poisson de mer possédant dans ses entrailles, dans ses viscères et sous la surface de sa peau, un poison extraordinairement puissant appelé tritododoxine. Un poison si toxique qu'une dose mortelle peut tenir sur une tête d'épingle. Il agit de façon curieuse et provoque une mort apparente. On compte au Japon et en Asie du Sud-Est de nombreux cas d'individus qui ont été placés ainsi dans des cercueils par accident. Dans toute religion, il y a des choses que la science ne peut pas totalement expliquer. Il y a un moment où c'est la foi qui prend la relève. J'ai trouvé ça crédible, parce que je viens des Antilles, mais ces choses sont aussi très courantes ailleurs, bien qu'elles n'ont pas toujours le caractère sensationnel que leur confère le vaudou. En Jamaïque, tout le monde vit dans la terreur des doupies. Les doupies sont des gens qui sont morts, mais pas complètement, et qui hantent les cimetières, les endroits sombres, etc. Ce sont de vieilles croyances africaines détournées selon lesquelles les puissances surnaturelles continuent d'avoir un pouvoir sur notre vie humaine. Les zombies en sont la version haïtienne, une version plutôt spectaculaire. Mais la personne n'est pas seulement un fantôme, elle est physiquement là, elle marche, mais complètement vide de toute humanité.
En Haïti, ce ne sont pas les zombies qui sont effrayants comme dans les films. On a surtout peur d'en devenir un. Peur d'avoir à errer sans fin dans un purgatoire sans pouvoir compléter le cycle naturel de la vie et de la mort. Il s'agit presque d'une sanction sociale, un châtiment si vous voulez, quelque chose d'analogue à la chaise électrique. Peu importe avec quelle fréquence cette sanction tombe, on sait qu'elle peut arriver et apparemment l'est déjà. Les chefs haïtiens se sont servis du vaudou depuis Macandal jusqu'à aujourd'hui. Certains ont utilisé les puissances négatives du vaudou pour dominer leurs partisans. Personne n'a mieux exploité le vaudou que le célèbre François Duvalier, Papa Doc. Je pense que le vaudou a joué un rôle clé dans la vie politique d'Haïti, surtout depuis la Révolution. Et c'est sans doute la raison pour laquelle le vaudou est si ancré dans la vie religieuse de tous les jours. Il apporte une communauté de langage à la population et permet à ces gens d'exprimer leur sentiment d'être un peuple africain en exil. Donc, si vous étiez un homme politique et que vous vouliez mobiliser votre peuple, vous utiliseriez ce langage. Il n'est pas surprenant que Duvalier et les tontons Macoute aient eu chacun leur propre prêtre ougan dans l'espoir qu'ils transmettraient leur message. C'est tout le problème d'une société avec une élite politique très réduite. Celle-ci ne partage pas vraiment la vie ordinaire des paysans et le vaudou devient le seul moyen de communication. Il a donc joué un grand rôle politique. Papa Doc a nommé des prêtres vaudous dans son gouvernement. Il les obligea à communiquer ses messages et les força à espionner leurs propres fidèles. Papa Doc, en bon haïtien, a certainement été un adepte du vaudou. Mais une fois au pouvoir, son unique but fut d'y demeurer. Il a donc utilisé le vaudou dans une voie diabolique, afin de mieux asservir son peuple et continuer de régner en maître. Lui et son fils sont restés 30 ans à la présidence de ce pays. Ils ont ramassé une fortune. Certains prétendent que 800 millions de dollars ont quitté le sol haïtien pour les coffres des banques suisses. Là, ce n'est plus du vaudou. Pour les pratiquants et les prêtres, le vrai pouvoir du vaudou repose dans sa capacité à faire le bien et par-dessus tout à apporter la guérison. Ils pensent que depuis des centaines d'années, le vaudou peut guérir, éloigner les mauvais esprits qui provoquent les maladies et la mort. À l'époque des miracles de la médecine, les prêtres vaudous prétendent avoir trouvé des solutions là où les méthodes modernes ont échoué. La plus grande partie de notre travail consiste à éloigner ces mauvais esprits que nous appelons les esprits de la mort dévoilée. Après cela, la personne se sent tout de suite mieux. On pense qu'Espalita a une étrange maladie mortelle, une maladie que la médecine moderne n'a pas pu guérir. En général, ils commencent par aller à l'hôpital. Puis les médecins et les infirmières, voyant qu'ils ne peuvent rien, leur demandent d'aller consulter le ougan, le prêtre vaudou, le seul à pouvoir faire quelque chose. En ce qui concerne Espalita, ils disent qu'elle est allée dans 3 hôpitaux différents pendant 1 an et demi avant de venir aujourd'hui ici se faire traiter. J'ai trouvé que la maladie d'Espalita était très complexe. C'est ce que nous appelons ici le mauvais air, ou, si vous voulez, les mauvais esprits. En réalité, c'est l'une des femmes de son mari qui lui a jeté un mauvais sort afin de l'aliéner complètement et de la faire mourir.
La maladie s'est portée sur les articulations qui la font souffrir. Elle avait des migraines en permanence et des douleurs dans le bas du cou qui étaient très raides. Pour nous, c'est le premier signe de la mort. Elle avait également le ventre gonflé, très gonflé. Et je crois même que sa tension était très basse. Pour faire partir tout cela, il nous a fallu pratiquer un exorcisme. C'est ce que les prêtres vaudous africains pratiquent depuis des siècles. Pour sortir le mauvais esprit du corps, il faut le faire venir jusqu'à la tête, puis le faire passer dans l'animal. C'est pourquoi, après, il faut le sacrifier pour que le mauvais esprit ne puisse plus vivre. En réalité, nous brisons ses membres. C'est une façon symbolique d'immobiliser l'esprit afin qu'il ne puisse plus s'enfuir. Après, l'animal est jeté dans le feu, il est rôti en quelque sorte. Avec la fumée, les mauvais esprits s'en vont, ils s'en vont sur le chemin des mauvais esprits, sur le chemin de la mort, comme on dit chez nous. Pour les chrétiens, de tels rituels sont considérés comme païens et diaboliques. Bien sûr, ces pratiques ont vite été associées au mal. Elles sont en fait très proches des pratiques jugées païennes et occultes, longtemps combattues par le christianisme. Certains même doivent penser que cette façon de vouloir matérialiser le monde spirituel est une attitude très primitive. Mais le christianisme fait la même chose. La prière est bien un moyen de faire venir Dieu à nos côtés. Dans la religion africaine, les gens ne font qu'utiliser une autre méthode. Pour beaucoup de gens, le vaudou reste une force positive qui fait triompher le bien sur le mal, la vie sur la mort. Quand une prêtresse vaudou américaine est initiée à la religion vaudou du Bénin, elle termine un cycle qui a commencé des centaines d'années auparavant. Ce fut une grande cérémonie. Je n'étais pas en pays étranger, tout me semblait familier. J'ai remonté les pages du temps. Je suis retournée chez moi. Il y a plus de 400 ans, les premiers esclaves arrivèrent dans le Nouveau Monde avec leurs dieux et leurs fétiches. Le vaudou a survécu à toutes les persécutions. Il est resté bien vivant depuis ses origines dans les plaines du Bénin jusqu'à aujourd'hui.
Le vaudou lui-même fut interdit. En fait, si on surprenait une personne participant à un rite vaudou, elle était immédiatement tuée. Cela révolta profondément les esclaves. La foi fut la plus forte. Le vaudou devint le cri de ralliement de la révolte des esclaves. La cruauté qui régnait était sans mesure. Elle ne pouvait qu'engendrer une réaction. Le vaudou a permis l'organisation de plusieurs révoltes, dont la plus célèbre est sans doute celle de Makandal. Dans les années 1740, Makandal empoisonna les puits des Blancs dans tout le pays. Le prophète manchot François Makandal était un prêtre vaudou. Il fut le premier héros de la révolte des esclaves, faisant régner la terreur pendant 18 ans en réponse à la brutalité des Français. Makandal empoisonnait les puits et utilisait le vaudou pour répandre la panique dans toute l'île. Des détails sur la vague de terreur engendrée par Makandal atteignirent bientôt Paris. Il dirige une école où il enseigne son art diabolique. Il a des adeptes aux quatre coins de la colonie, et la mort est à ses ordres. En 1758, Makandal fut finalement capturé et condamné à mourir sur le bûcher. Dans une prophétie, il annonça qu'aucune autorité blanche ne pourrait le tuer. Il se métamorphoserait au moment de sa mort et deviendrait un esprit vaudou. Lors de son exécution publique, le bûcher, envahi par les flammes, s'effondra sous lui. Ses fers se détachèrent et il tomba sur le sol. Les disciples de Makandal furent persuadés que la prophétie s'était réalisée. L'influence du vaudou n'en fut que renforcée et l'autorité de l'Église chrétienne en fut, elle, sérieusement ébranlée. Oui, en vérité, toute l'histoire du vaudou en Haïti n'est faite que de luttes, de batailles. Tous les chrétiens s'étaient rassemblés, les catholiques et les protestants, pour éliminer le vaudou. Les esclaves devaient être baptisés le premier jour de leur arrivée en Haïti. Cela faisait partie du processus de dépersonnalisation. Tout était fait pour réduire l'esclave à la condition animale. Beaucoup de gens pensent qu'il faut voir dans cette affaire une lutte à mort entre le christianisme et le vaudou. Bien sûr, cette lutte a toujours été là. En Haïti, de nos jours, si vous parlez à des prêtres catholiques, et en particulier aux évangélistes, ils considèrent encore qu'ils doivent consacrer leur vie à éradiquer toute trace de ces pratiques païennes et africaines parmi la population. Les églises d'Haïti étalaient souvent des symboles du vaudou sur leurs murs. Dans le meilleur des cas, un semblant de paix régnait entre les deux religions. Pourtant, c'est l'Église qui dirigea une campagne de diabolisation du vaudou, l'accusant de magie noire. Noir ne veut pas forcément dire diabolique ou maléfique. De nos jours, si vous parlez à des prêtres catholiques, et en particulier aux évangélistes, ils considèrent encore qu'ils doivent consacrer leur vie à éradiquer toute trace de ces pratiques païennes et africaines parmi la population. Les églises d'Haïti étalaient souvent des symboles du vaudou sur leurs murs. Dans le meilleur des cas, un semblant de paix régnait entre les deux religions. Pourtant, c'est l'Église qui dirigea une campagne de diabolisation du vaudou, l'accusant de magie noire. Noir ne veut pas forcément dire diabolique ou maléfique. Bien sûr, la magie pratiquée à cette époque peut nous sembler négative. Mais en ces temps-là, il s'agissait de survivre, de se révolter, et c'était le seul moyen pour eux de briser leurs chaînes. L'esprit terrifiant du baron Samedi fut une arme redoutable. Le baron Samedi traite avec les morts et s'occupe du cimetière. C'est un personnage important de cette religion où la mort est considérée comme un rite de passage, comme la naissance.
Ainsi, le baron Samedi est le grand gardien du cimetière, le lieu de notre dernier repos. La révolte des nègres marrons se renforça. Encouragés par le triomphe symbolique de Macandal et armés du spectre menaçant du baron Samedi et de quelques esprits redoutables, la terreur se répandit sur les terres françaises, de même que dans les camps d'esclaves. Le XVIIIe siècle touchait à sa fin. Les révolutions avaient ébranlé l'Amérique du Nord et la France. En Haïti, un nouveau leader fit son apparition parmi les marrons. Boukman était un esclave et un prêtre vaudou au physique imposant et au pouvoir surnaturel. Il invoqua les esprits et prêcha la révolte au cours de réunions secrètes et de cérémonies vaudou. Le 14 août 1791, au cours d'un discours enflammé devant une assemblée d'esclaves, Boukman prononça une déclaration d'indépendance vaudou. Après le sacrifice d'un énorme cochon noir, Boukman s'écria. 1791, au cours d'un discours enflammé devant une assemblée d'esclaves, Boukman prononça une déclaration d'indépendance vaudou. Après le sacrifice d'un énorme cochon noir, Boukman s'écria. Nos dieux ont créé le soleil qui nous a donné la lumière, a soulevé les vagues et a commandé la tempête. Ils voient tous les actes des hommes blancs. Leurs dieux les poussent au crime. Nos dieux nous demandent de faire le bien. Ils nous ordonnent de venger les injustices. Ils dirigeront nos bras et nous soutiendront. Débarrassons-nous du Dieu des Blancs qui nous a causé tant de peine et écoutons la voix de la liberté qui parle en chacun de nous. Boukman étudia avec attention les échecs des anciennes révoltes d'esclaves, en particulier celle de Macandal. Il était convaincu que les marrons ne pouvaient réussir qu'en faisant un pacte avec les dieux et les puissants esprits vaudous. En retour, ceux-ci donneraient la force aux guerriers et jetteraient un mauvais sort sur leurs ennemis. Les partisans de Boukman se lancèrent dans le combat avec une incroyable férocité. Les Français avaient eu tort de sous-estimer la puissance du vaudou. Je crois que ce que les Français ne pouvaient pas vraiment comprendre, c'est qu'ils ne se battaient pas contre des hommes, mais contre des esprits. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les Français croyaient affronter des esclaves avec des bâtons, mal armés ou pas armés du tout. En réalité, chaque homme était en transe. Ils étaient tous possédés. C'était une guerre culturelle entre nos esprits et la technologie occidentale moderne. Je crois que là est la raison de notre immense succès dans cette guerre qui fit tant de bruit dans le monde. Les idéaux de la Révolution française ont influencé les marrons. Ils ont vite réalisé que liberté, égalité, fraternité ne s'appliquaient pas à eux. Napoléon, face à l'insurrection des marrons, envoya un représentant en Haïti chargé d'éradiquer ce qu'il appelait ce dangereux culte vaudou. Boukman étudia avec attention les échecs des anciennes révoltes d'esclaves, en particulier celle de Macandal.
Il était convaincu que les marrons ne pouvaient réussir qu'en faisant un pacte avec les dieux et les puissants esprits vaudous. En retour, ceux-ci donneraient la force aux guerriers et jetteraient un mauvais sort sur leurs ennemis. Les partisans de Boukman se lancèrent dans le combat avec une incroyable férocité. Les Français avaient eu tort de sous-estimer la puissance du vaudou. Je crois que ce que les Français ne pouvaient pas vraiment comprendre, c'est qu'ils ne se battaient pas contre des hommes, mais contre des esprits. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les Français croyaient affronter des esclaves avec des bâtons, mal armés ou pas armés du tout. En réalité, chaque homme était en transe. Ils étaient tous possédés. C'était une guerre culturelle entre nos esprits et la technologie occidentale moderne. Je crois que là est la raison de notre immense succès dans cette guerre qui fit tant de bruit dans le monde. Les idéaux de la Révolution française ont influencé les marrons. Ils ont vite réalisé que liberté, égalité, fraternité ne s'appliquaient pas à eux. Napoléon, face à l'insurrection des marrons, envoya un représentant en Haïti chargé d'éradiquer ce qu'il appelait ce dangereux culte vaudou. Cette tentative se solda par un échec. Napoléon envoya plus tard son beau-frère, le général Leclerc, avec une armée et la mission de rétablir l'ordre par tous les moyens. Boukman fut tué dans la bataille acharnée qui suivit. C'est alors que survint le plus grand héros de l'histoire haïtienne, Toussaint Louverture. Petit-fils d'un chef de tribu africain et élevé par un maître éclairé, Toussaint eut le génie d'associer les traditions vaudou à une stratégie militaire de pointe. À partir de petits groupes d'esclaves mal armés, il organisa une unité de combat qu'il conduisit au succès dans la plus grande révolte d'esclaves de l'histoire de l'Uvan, depuis ses origines dans les plaines du Bénin jusqu'à aujourd'hui. Le vaudou lui-même fut interdit. En fait, si on surprenait une personne participant à un rite vaudou, elle était immédiatement tuée. Cela révolta profondément les esclaves. La foi fut la plus forte. Le vaudou devint le cri de ralliement de la révolte des esclaves. La cruauté qui régnait était sans mesure. Elle ne pouvait qu'engendrer une réaction. Le vaudou a permis l'organisation de plusieurs révoltes, dont la plus célèbre est sans doute celle de Makandal. Dans les années 1740, Makandal empoisonna les puits des Blancs dans tout le pays. Le prophète manchot François Makandal était un prêtre vaudou. Il fut le premier héros de la révolte des esclaves, faisant régner la terreur pendant 18 ans en réponse à la brutalité des Français. Makandal empoisonnait les puits et utilisait le vaudou pour répandre la panique dans toute l'île. Des détails sur la vague de terreur engendrée par Makandal atteignirent bientôt Paris.
Il dirige une école où il enseigne son art diabolique. Il a des adeptes aux quatre coins de la colonie et la mort est à ses ordres. En 1758, Macandal fut finalement capturé et condamné à mourir sur le bûcher. Dans une prophétie, il annonça qu'aucune autorité blanche ne pourrait le tuer, qu'il se métamorphoserait au moment de sa mort et deviendrait un esprit vaudou. Lors de son exécution publique, le bûcher, envahi par les flammes, s'effondra sous lui. C'est faire un nouveau leader fit son apparition parmi les marrons. Boukman était un esclave et un prêtre vaudou au physique imposant et au pouvoir surnaturel. Il invoqua les esprits et prêcha la révolte au cours de réunions secrètes et de cérémonies vaudou. Le 14 août 1791, au cours d'un discours enflammé devant une assemblée d'esclaves, Boukman prononça une déclaration d'indépendance vaudou. Après le sacrifice d'un énorme cochon noir, Boukman s'écria « Nos dieux ont créé le soleil qui nous a donné la lumière, a soulevé les vagues et a commandé la tempête. Ils voient tous les actes des hommes blancs. Leurs dieux les poussent au crime. Nos dieux nous demandent de faire le bien. Ils nous ordonnent de venger les injustices. Ils dirigeront nos bras et nous soutiendront. Débarrassons-nous du Dieu des Blancs qui nous a causé tant de peine et écoutons la voix de la liberté qui parle en chacun de nous. » Boukman étudia avec attention les échecs des anciennes révoltes d'esclaves, en particulier celle de Macandal. Il était convaincu que les marrons ne pouvaient réussir qu'en faisant un pacte avec les dieux et les puissants esprits vaudous. En retour, ceux-ci donneraient la force aux guerriers et jetteraient un mauvais sort sur leurs ennemis. Les partisans de Boukman se lancèrent dans le combat avec une incroyable férocité. Les Français avaient eu tort de sous-estimer la puissance du vaudou. Je crois que ce que les Français ne pouvaient pas vraiment comprendre, c'est qu'ils ne se battaient pas contre des hommes, mais contre des esprits. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les Français croyaient affronter des esclaves avec des bâtons, mal armés ou pas armés du tout. En réalité, chaque homme était en transe. Ils étaient tous possédés. C'était une guerre culturelle entre nos esprits et la technologie occidentale moderne. Le 14 août 1791, au cours d'un discours enflammé devant une assemblée d'esclaves, Boukman prononça une déclaration d'indépendance vaudou. Après le sacrifice d'un énorme cochon noir, Boukman s'écria « Nos dieux ont créé le soleil qui nous a donné la lumière, a soulevé les vagues et a commandé la tempête. Ils voient tous les actes des hommes blancs. Leurs dieux les poussent au crime. Nos dieux nous demandent de faire le bien. Ils nous ordonnent de venger les injustices. Ils dirigeront nos bras et nous soutiendront. Débarrassons-nous du Dieu des Blancs qui nous a causé tant de peine et écoutons la voix de la liberté qui parle en chacun de nous. »
Boukman étudia avec attention les échecs des anciennes révoltes d'esclaves, en particulier celle de Makandal. Il était convaincu que les Marrons ne pouvaient réussir qu'en faisant un pacte avec les dieux et les puissants esprits vaudous. En retour, ceux-ci donneraient la force aux guerriers et jetteraient un mauvais sort sur leurs ennemis. Les partisans de Boukman se lancèrent dans le combat avec une incroyable férocité. Les Français avaient eu tort de sous-estimer la puissance du vaudou. Je crois que ce que les Français ne pouvaient pas vraiment comprendre, c'est qu'ils ne se battaient pas contre des hommes, mais contre des esprits. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les Français croyaient affronter des esclaves avec des bâtons, mal armés ou pas armés du tout. En réalité, chaque homme était en transe. Ils étaient tous possédés. C'était une guerre culturelle entre nos esprits et la technologie occidentale moderne. Je crois que là est la raison de notre immense succès dans cette guerre qui fit tant de bruit dans le monde. Réponse à la brutalité des Français. Makandal empoisonnait les puits et utilisait le vaudou pour répandre la panique dans toute l'île. Des détails sur la vague de terreur engendrée par Makandal atteignirent bientôt Paris. Il dirige une école où il enseigne son art diabolique. Il a des adeptes aux quatre coins de la colonie et la mort est à ses ordres. En 1758, Makandal fut finalement capturé et condamné à mourir sur le bûcher. Dans une prophétie, il annonça qu'aucune autorité blanche ne pourrait le tuer, qu'il se métamorphoserait au moment de sa mort et deviendrait un esprit vaudou. Lors de son exécution publique, le bûcher, envahi par les flammes, s'effondra sous lui. Ses fers se détachèrent et il tomba sur le sol. Les disciples de Makandal furent persuadés que la prophétie s'était réalisée. L'influence du vaudou n'en fut que renforcée et l'autorité de l'Église chrétienne en fut, elle, sérieusement ébranlée. Oui, en vérité, toute l'histoire du vaudou en Haïti n'est faite que de luttes, de batailles. Tous les chrétiens s'étaient rassemblés, les catholiques et les protestants, pour éliminer le vaudou. Les esclaves devaient être baptisés le premier jour de leur arrivée en Haïti. Cela faisait partie du processus de dépersonnalisation. Tout était fait pour réduire l'esclave à la condition animale. Beaucoup de gens pensent qu'il faut voir dans cette affaire une lutte à mort entre le christianisme et le vaudou. Bien sûr, cette lutte a toujours été là. En Haïti, de nos jours, si vous parlez à des prêtres catholiques, et en particulier aux évangélistes, ils considèrent encore qu'ils doivent consacrer leur vie à éradiquer toute trace de ces pratiques païennes et africaines parmi la population. Les églises d'Haïti étalaient souvent des symboles du vaudou sur leurs murs. Dans le meilleur des cas, un semblant de paix régnait entre les deux religions. Pourtant, c'est l'Église qui dirigea une campagne de diabolisation du vaudou, l'accusant de magie noire. Noir ne veut pas forcément dire diabolique ou maléfique. Bien sûr, la magie pratiquée à cette époque peut nous sembler négative. Mais en ces temps-là, il s'agissait de survivre, de se révolter, et c'était le seul moyen pour eux de briser leurs chaînes. L'esprit terrifiant du Baron Samedi fut une arme redoutable. Baron Samedi never have been born in America. Les récits d'esclaves montrent l'importance du vaudou qui les a aidés à supporter les horreurs de leur traversée. Un jour,
des étrangers nous ont capturés. Ils m'ont emmené sur la côte. C'est là que j'ai vu pour la première fois un bateau d'esclaves et ça m'a rempli d'étonnement, puis de terreur, lorsqu'ils m'ont amené à bord et que des membres de l'équipage m'ont inspecté pour voir si j'étais solide. J'ai pensé que j'étais entré dans un monde de mauvais esprits vaudous et qu'ils allaient me tuer. Il y avait quelques hommes noirs avec moi et je leur ai demandé si nous allions être mangés par les affreux hommes blancs, au visage rouge et aux cheveux longs. Ils m'ont répondu que non. Quand le bateau fut prêt à partir, on nous a mis sous le pont. La puanteur de la cale était insupportable. On nous avait tellement entassés qu'il était difficile de se retourner. Il faisait si chaud dans cet endroit étroit que nous étouffions. L'air malsain, chargé d'odeurs nauséabondes, provoqua une épidémie dont beaucoup moururent. Ce misérable état était aggravé par le poids des chaînes et la saleté de ce qui servait de toilette. Les enfants tombaient souvent dedans, au bord de l'asphyxie. Les cris des femmes et les râles des mourants augmentaient l'horreur de cette situation déjà difficile. Ce long voyage au fond des cales des navires négriers était épouvantable. On l'appelait le passage. On l'appelait ainsi parce que cela prenait beaucoup de temps, un peu comme une vie entière, et des milliers en mouraient. Beaucoup se jetaient dans la mer lorsqu'ils comprenaient où ils allaient. Puis c'était l'arrivée dans le nouveau monde. Et on vous mettait en vente. Vous imaginez ça? Un prix affiché au mur. Acheté et vendu comme du bétail. C'est une sorte... La plus grande partie de notre travail consiste à éloigner ces mauvais esprits que nous appelons les esprits de la mort dévoilée. Après cela, la personne se sent tout de suite mieux. On pense qu'Espalita a une étrange maladie mortelle, une maladie que la médecine moderne n'a pas pu guérir. En général, ils commencent par aller à l'hôpital. Puis les médecins et les infirmières, voyant qu'ils ne peuvent rien, leur demandent d'aller consulter le Ougan, le prêtre vaudou, le seul à pouvoir faire quelque chose. En ce qui concerne Espalita, ils disent qu'elle est allée dans 3 hôpitaux différents pendant 1 an et demi avant de venir aujourd'hui ici se faire traiter. J'ai trouvé que la maladie d'Espalita était très complexe. C'est ce que nous appelons ici le mauvais air, ou, si vous voulez, les mauvais esprits. En réalité, c'est l'une des femmes de son mari qui lui a jeté un mauvais sort afin de l'aliéner complètement et de la faire mourir. La maladie s'est portée sur les articulations qui la font souffrir. Elle avait des migraines en permanence et des douleurs dans le bas du cou qui étaient très raides. Pour nous, c'est le premier signe de la mort. Elle avait également le ventre gonflé, très gonflé. Et je crois même que sa tension était très basse. Pour faire partir tout cela, il nous a fallu pratiquer un exorcisme.
C'est ce que les prêtres vaudous africains pratiquent depuis des siècles. Ils dirigeront nos bras et nous soutiendront. Débarrassons-nous du Dieu des Blancs qui nous a causé tant de peine et écoutons la voix de la liberté qui parle en chacun de nous. Boukman étudia avec attention les échecs des anciennes révoltes d'esclaves, en particulier celle de Makandal. Il était convaincu que les Marrons ne pouvaient réussir qu'en faisant un pacte avec les dieux et les puissants esprits vaudous. En retour, ceux-ci donneraient la force aux guerriers et jetteraient un mauvais sort sur leurs ennemis. Les partisans de Boukman se lancèrent dans le combat avec une incroyable férocité. Les Français avaient eu tort de sous-estimer la puissance du vaudou. Je crois que ce que les Français ne pouvaient pas vraiment comprendre, c'est qu'ils ne se battaient pas contre des hommes, mais contre des esprits. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas gagner. Les Français croyaient affronter des esclaves avec des bâtons, mal armés ou pas armés du tout. En réalité, chaque homme était en transe. Ils étaient tous possédés. C'était une guerre culturelle entre nos esprits et la technologie occidentale moderne. Je crois que là est la raison de notre immense succès dans cette guerre qui fit tant de bruit dans le monde. Les idéaux de la Révolution française ont influencé les Marrons. Ils ont vite réalisé que liberté, égalité, fraternité ne s'appliquaient pas à eux. Napoléon, face à l'insurrection des Marrons, envoya un représentant en Haïti chargé d'éradiquer ce qu'il appelait ce dangereux culte vaudou. Cette tentative se solda par un échec. Napoléon envoya plus tard son beau-frère, le général Leclerc, avec une armée et la mission de rétablir l'ordre par tous les moyens. Boukman fut tué dans la bataille acharnée qui suivit. C'est alors que survint le plus grand héros de l'histoire haïtienne, Toussaint Louverture. Petit-fils d'un chef de tribu africain et élevé De leurs espoirs, de leurs rêves de liberté partout dans le Nouveau Monde. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, aux Antilles, les religions se sont mélangées, religion africaine et religion chrétienne. Dans les Antilles surtout, on retrouve ce mélange sous toutes les formes possibles, de la religion la plus profondément africaine à la plus strictement anglicane. La religion était devenue le seul langage possible pour exprimer son rêve d'être un homme libre. La connaissance des rituels vaudous est conservée. Les marchés d'Afrique occidentale regorgent encore des herbes, des poudres et des fétiches nécessaires à l'évocation des dieux et des esprits. À première vue, pour un homme initié, le marché aux fétiches est assez sinistre, plutôt orienté vers la magie noire. Mais toutes ces choses, que ce soit le crâne d'un chien ou d'une tortue, les plumes de poulet, certains os, ne servent pas toujours à faire le mal.
Ces potions vaudou obéissent à une multitude de recettes possibles. On les utilise pour invoquer les dieux ou guérir la maladie. Elles sont nécessaires pour jeter ou conjurer des sorts. Enfin, elles s'associent à des pratiques vaudou encore plus sombres. Loin de leur foyer, les esclaves africains n'étaient pas pour autant coupés de leurs croyances vaudou et emportèrent leurs dieux et leurs fétiches à travers l'Atlantique. La colonie espagnole, qui sera baptisée Haïti par les Français, reçut bien plus d'esclaves que partout ailleurs. C'est là que se trouvent les vraies racines du vaudou dans le Nouveau Monde. Sur cette île, les conditions de vie des esclaves étaient épouvantables. Ils étaient poussés jusqu'aux limites des capacités humaines. On leur interdisait la seule chose capable de les soutenir, leur religion, le vaudou. Chaque esclave trouvé avec un fétiche sur lui était jeté en prison, pendu ou fouetté à mort. Sur des registres, il apparaît que certains furent crucifiés, d'autres jetés vivants en pâture à des chiens affamés. Ce récit passionné, écrit par un esclave, fut envoyé en France. Il apparaît que certains furent crucifiés, d'autres jetés vivants en pâture à des chiens affamés. Ce récit passionné, écrit par un esclave, fut envoyé en France. N'ont-ils pas pris des hommes pour les pendre la tête en bas, les noyer dans des sacs, les crucifier sur des poteaux, les enterrer vivants, les broyer dans du mortier? Après les avoir fouettés, n'ont-ils pas laissé les corps vivants sur des fourmilières, ou encore rongés par les vers? Ne les ont-ils pas attachés à un pieu dans les marais, puis abandonnés aux moustiques? Ne les ont-ils pas jetés dans des chaudrons de sirop de canne bouillant? N'ont-ils pas mis des hommes et des femmes dans des tonneaux cloués, qu'ils ont ensuite roulés dans les précipices? On ne peut même pas imaginer à quel point les conditions de vie sur les plantations étaient terribles. Chaque année, 20 à 25 000 esclaves mouraient des abus les plus ignobles. Il y avait des propriétaires de plantations qui portaient sur eux des marteaux uniquement pour clouer sur les arbres les oreilles coupées des gens qu'ils torturaient au cours de leurs rondes journalières. Durant les 20 dernières années d'existence de la colonie, 300 000 esclaves furent amenés en Haïti, en grande partie à cause du dépeuplement des plantations. Beaucoup d'esclaves sont morts, beaucoup se sont enfuis à l'intérieur de l'île. Là, ils ont formé des bandes de hors-la-loi en se faisant appeler les Marrons. C'est ainsi qu'ils ont semé les graines de la première révolte d'esclaves victorieuse en Haïti. Ils ont une grande importance dans cette histoire, parce qu'ils vivaient en marge de la religion et des idées des Européens, en marge aussi de la servitude qui régnait sur les plantations. Dans les Antilles, les communautés de nègres marrons étaient des lieux où les coutumes africaines étaient préservées, bien plus que sur les plantations. C'était un peuple indépendant et fier d'avoir renié l'esclavage, fier d'avoir pris la fuite à la recherche de sa liberté. Ils étaient ouvertement en guerre contre les planteurs et le gouvernement colonial. Au milieu du XVIIIe siècle, les nègres marrons organisèrent une guérilla dans les profondeurs de la jungle. Ils étaient armés de fusils, de machettes, de couteaux, mais leur arme la plus puissante était la peur engendrée par le vaudou. Le vaudou est contraire à l'ordre moral, aux institutions républicaines et aux convenances. La commission a arrêté ce qui suit. Les rassemblements... Il y a plus de 400 ans, les premiers esclaves arrivèrent dans le Nouveau Monde avec leurs dieux et leurs fétiches. Le vaudou a survécu à toutes les persécutions. Il est resté bien vivant depuis ses origines dans les plaines du Bénin jusqu'à aujourd'hui.
Le vaudou lui-même fut interdit. En fait, si on surprenait une personne participant à un rite vaudou, elle était immédiatement tuée. Cela révolta profondément les esclaves. La foi fut la plus forte. Le vaudou devint le cri de ralliement de la révolte des esclaves. La cruauté qui régnait était sans mesure. Elle ne pouvait qu'engendrer une réaction. Le vaudou a permis l'organisation de plusieurs révoltes, dont la plus célèbre est sans doute celle de Makandal. Dans les années 1740, Makandal empoisonna les puits des Blancs dans tout le pays. Le prophète manchot François Makandal était un prêtre vaudou. Il fut le premier héros de la révolte des esclaves, faisant régner la terreur pendant 18 ans en réponse à la brutalité des Français. Makandal empoisonnait les puits et utilisait le vaudou pour répandre la panique dans toute l'île. Des détails sur la vague de terreur engendrée par Makandal atteignirent bientôt Paris. Il dirige une école où il enseigne son art diabolique. Il a des adeptes aux quatre coins de la colonie, et la mort est à ses ordres. En 1758, Makandal fut finalement capturé et condamné à mourir sur le bûcher. Dans une prophétie, il annonça qu'aucune autorité blanche... Il y avait quelques hommes noirs avec moi, et je leur ai demandé si nous allions être mangés par les affreux hommes blancs, au visage rouge et aux cheveux longs. Ils m'ont répondu que non. Quand le bateau fut prêt à partir, on nous a mis sous le pont. La puanteur de la cale était insupportable. On nous avait tellement entassés qu'il était difficile de se retourner. Il faisait si chaud dans cet endroit étroit que nous étouffions. L'air malsain, chargé d'odeurs nauséabondes, provoqua une épidémie dont beaucoup moururent. Ce misérable état était aggravé par le poids des chaînes et la saleté de ce qui servait de toilette. Les enfants tombaient souvent dedans, au bord de l'asphyxie. Les cris des femmes et les râles des mourants augmentaient l'horreur de cette situation déjà difficile. Ce long voyage au fond des cales des navires négriers était épouvantable. On l'appelait le passage. On l'appelait ainsi parce que cela prenait beaucoup de temps, un peu comme une vie entière, et des milliers en mouraient. Beaucoup se jetaient dans la mer lorsqu'ils comprenaient où ils allaient. Puis c'était l'arrivée dans le nouveau monde. Et on vous mettait en vente. Vous imaginez ça? Un prix affiché au mur. Acheté et vendu comme du bétail. C'est une sorte de mort collective. Il n'y a rien autour de vous qui ressemble à quelque chose que vous connaissez déjà. Rien du tout. Ce n'est pas comme quand on est fait prisonnier par son ennemi. Un grand nombre de ces esclaves avaient été capturés en Afrique, dans l'une de ces guerres tribales. Mais là, c'est très différent, complètement différent. Un monde entièrement inconnu. Alors on peut comprendre le rôle capital que la religion a joué pour les Noirs dans le Nouveau Monde. Avant toute chose, c'était une manière de se souvenir de l'Afrique, le continent d'où ils venaient. La seule manière de dire aux générations suivantes, nous venons d'une autre civilisation. Il existe pour nous une autre vie qui nous appartient autant que celle-ci. Cette religion est devenue l'expression de leur aspiration, de leurs espoirs, de leurs rêves de liberté partout dans le Nouveau Monde. En Amérique du Nord, en Amérique du Sud, aux Antilles, les religions se sont mélangées, religion africaine et religion chrétienne. Dans les Antilles surtout, on retrouve ce mélange.
Si quelqu'un est transformé en zombie, c'est qu'il a commis un crime contre la société, un crime grave qui serait puni de mort ou d'emprisonnement dans d'autres pays, ou bien passé au peloton d'exécution. Dans le vaudou, nous ne croyons pas à cette solution. En fait, le « tu ne tueras point » fait partie de la religion vaudou, de ses principes même. Alors, plutôt que de tuer une personne, on la met au banc de la société. Comme on dit chez nous, on passe la personne par le sol. Au départ, j'ai été envoyé en Haïti parce qu'une équipe d'éminents médecins pensait avoir trouvé le premier zombie. L'individu avait été déclaré mort dans un dispensaire médical moderne, puis était revenu au royaume des vivants des années plus tard. Ces médecins ne croyaient pas à la magie et ce cas les intrigua. Si vous n'y croyez pas, il vous faut une explication. Alors ils s'intéressèrent aux rumeurs sur un poison populaire, susceptible de provoquer une mort apparente très profonde et de tromper une équipe de scientifiques occidentaux. Scientifiques et érudits voulaient à tout prix découvrir les secrets des prêtres vaudous, et en particulier leur prétendue capacité à simuler la mort. Après de nombreuses expérimentations de potions, de poudres, de médicaments, ils semblaient avoir enfin trouvé une explication possible. En observant les préparations de cette poudre à divers endroits d'Haïti, j'ai découvert que l'ingrédient de base était un poisson de mer possédant dans ses entrailles, dans ses viscères et sous la surface de sa peau, un poison extraordinairement puissant appelé tritododoxine. Un poison si toxique qu'une dose mortelle peut tenir sur une tête d'épingle. Il agit de façon curieuse et provoque une mort apparente. On compte au Japon et en Asie du Sud-Est de nombreux cas d'individus qui ont été placés ainsi dans des cercueils par accident. Dans toute religion, il y a des choses que la science ne peut pas totalement expliquer. Il y a un moment où c'est la foi qui prend la relève. J'ai trouvé ça crédible, parce que je viens des Antilles, mais ces choses sont aussi très courantes ailleurs, bien qu'elles n'ont pas toujours le caractère sensationnel que leur confère le vaudou. En Jamaïque, tout le monde vit dans la terreur des Dupis. Les Dupis sont des gens qui sont morts, mais pas complètement, et qui hantent les cimetières, les endroits sombres, etc.